Salut, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, on va parler sur un sujet qui est très intéressant et qui était même le sujet de la première vidéo que j'avais fait sur cette chaîne, donc sur le Soch. Et donc pourquoi est-ce que je reprends le même concept, mais on va pas mettre l'accent sur la même chose? Parce que la première vidéo, j'avais parlé sur l'unité de temps optimale pour identifier le Soch. Mais là, le sujet plutôt le vrai Soch. C'est quoi le vrai Soch? Quel est le Soch qui est plus intéressant? Quel est le mouvement qui, lorsque je le verrai s'effectuer sur le marché, je me dirais que ça, c'est celui qui a ramené le vrai Soch du marché. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Soch, c'est le change of the character, c'est-à-dire c'est le shift market structure, c'est le changement de tendance potentiel du marché. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, je vous invite vraiment de regarder celle-là, la première, parce que dans celle-ci, je ne vais pas faire comme dans les autres vidéos que je fais où je fais d'abord la partie théorique où j'explique les choses et après je rentre dans la partie pratique. Mais dans celle-ci, je vais directement aller dans la pratique. Donc si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, pour voir vraiment en détail ce que c'est le Soch, comment il identifie et ainsi de suite. Parce que dans cette vidéo, je vais aller droit au but, rester vraiment sur les graphiques pour essayer de montrer d'autres tips en fait qui vont ajouter ce que j'avais donné durant la première vidéo. Parce que je sais que pas mal de personnes font des erreurs sur leur analyse, peut-être parce qu'ils ont mal identifié le Soch ou bien ils se sont placés sur un Soch qui n'était pas le bon. Et donc, cette vidéo sera une plus-value ajoutée sur la première vidéo que je vous ai déjà donnée. Entre-temps, je vais ouvrir une parenthèse pour parler de ma formation qui va débuter le 14 avril. Donc, il vous reste encore 2 semaines pour vous inscrire. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir une certaine rentabilité en trading, pour moi, personnellement, je pense que le premier pas, c'est l'information, c'est la formation. D'abord, il faut se former, il faut avoir une stratégie. Moi, je suis du genre à dire qu'il n'y a pas une meilleure stratégie. Il n'y a pas la bonne stratégie qui existe, l'ultime, ou bien la stratégie fétiche. Il n'y en a pas. Mais dites-vous que vous devez toujours impérativement avoir une stratégie pour se placer sur le marché. C'est comme un joueur qui joue au football et qui ne sait pas sur quel poste il joue et comment réagit le joueur sur ce poste-là. Il ne pourra pas performer. Est-ce que vous voyez donc la même chose aussi ici en trading? Certes, la stratégie n'est pas l'ultime chose qui va te permettre de garantir la rentabilité, mais parmi les choses qui vont t'aider d'être rentable en trading, la stratégie reste la base parce que c'est cette approche-là qui va te permettre d'aller chercher les opportunités sur les marchés financiers. Donc, si vous avez un niveau, que ce soit débutant, intermédiaire, avancé, que vous n'êtes pas rentable en trading, n'hésitez pas de m'envoyer un message. J'ai dans la description mon canal Telegram, vous me contactez. Dans mon canal Telegram, il y a mon canal personnel que vous pouvez me contacter ou bien que ce soit sur Instagram. Je réponds à toutes les personnes qui m'écrivent, que ce soit sur la formation ou sur des questions diverses. Je réponds toujours. Et donc, n'hésitez pas de me contacter pour avoir des informations par rapport au mentorat. Il y a mon site internet qui est là. Vous pouvez voir les modalités, des questions, les FAQ sur le site. Donc, n'hésitez pas vraiment. Investissez sur vous. Je sais que ce que je vous donne déjà sur YouTube gratuitement, c'est de la valeur. C'est une plus-value énorme. Mais toutefois, c'est très important d'avoir une personne à vos côtés, sachant que sur mes formations, ce n'est pas une formation où vous avez des vidéos déjà pré-enregistrées et vous allez suivre. Non, pour moi, dans ma formation, c'est que c'est des vidéos en direct que je vous donne. Donc, on fait un sujet. Bien sûr, tout est bien aligné en fait sur les sujets que je vais aborder petit à petit. Donc, je vais vous prendre sur un niveau peut-être débutant jusqu'à vous emmener à une personne qui sait bien, très bien ce qu'il fait, comment rentrer sur le marché, comment sortir, quels sont les bagages qu'il faudrait avoir pour potentiellement espérer devenir rentable en trading. Donc, n'hésitez pas à investir sur vous. Le montant, il est très minime par rapport à tout ce que je donne, sachant que, comme je vous ai dit, les vidéos sont en direct, donc je dispose de mon temps pour vous donner des cours en live. Et en dehors de ça, j'ai fait aussi des lives avec chaque personne du mentorat pour essayer d'aller très en profondeur et essayer de voir quelle est la problématique de chaque personne. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que ça reste encore un petit code, le fait de pouvoir investir sur vous en achetant cette formation de Pavel Sniper. Donc, c'était juste une parenthèse. On va passer à notre sujet d'aujourd'hui, le vrai Soch.
Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, faites un tour, regardez d'abord la première, puis revenez sur celle-ci. Et si vous avez déjà regardé la première, celle-ci sera encore une valeur ajoutée, vous allez vous-même témoigner. On y va. Donc ici, on va travailler sur l'or, qui est un actif très aimé, on va dire, en soi, hein, par rapport à ce qu'il donne. En termes d'opportunité aussi, il est très volatile, donc les gens aiment trader l'or. Donc on va rester sur l'or, et je pense qu'on a déjà travaillé aussi sur l'or, donc je vais rester sur la dernière structure, donc c'est là où on va travailler. Là, on a ce point bas et ce point haut ici. À ce niveau-ci, on a eu une cassure. Là, on va parler en termes de structure de marché. Comme vous savez, moi je vous dis toujours, la cassure de structure, je la prends toujours avec le corps de la bougie. Donc pour moi, la cassure, j'attendrai pas que le marché vienne casser ici. Mais c'est dès lors que cette bougie, elle se clôture au-dessus de celle-ci, je considère ça comme étant une cassure. Mais à faire la différence avec l'order flow. L'order flow ici, en termes de points, j'aurais, quand j'étais sur la structure d'avant, on avait ce point bas ici, le point haut est ici, en termes d'order flow. Est-ce que vous voyez? Donc, à ne pas confondre, bien sûr. Donc, s'il faut parler en termes d'order flow, on n'est pas jusqu'à ce que le prix, du moment où le prix ici, on n'est pas encore sorti de ce mouvement ici, en fait. Donc, en termes de structure, une fois que le prix a clôturé, j'ai une cassure ici, la nouvelle structure, elle est maintenant comprise entre ce point bas et ce point haut ici. Donc, on va travailler ici pour voir comment est-ce qu'on devait identifier le vrai Soch et quels ont été les Soch qui n'étaient pas assez consistants. Parce que des fois, vous faites beaucoup des erreurs sur ça. J'ai eu le Soch, mais pourquoi est-ce que le marché ne s'est pas retourné dans le sens qu'il fallait, sachant qu'il m'a donné le signe pour se retourner? Malheureusement, vous n'avez pas bien compris peut-être votre Soch, ou le marché aussi fait ce qu'il veut, hein, le marché reste roi. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails, je vais plutôt me focaliser sur ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, la dernière structure qu'on peut voir, la structure daily qu'on a tradé ici, donc s'il faudra que je prenne ma zone d'intérêt, donc on est sur cet extrême order block ici, qui avait laissé un grand déséquilibre après la grosse impulsion ici. Donc, on a ça comme zone d'intérêt où se trouve le marché. Donc là, le prix a fait cette impulsion, a laissé ce grand déséquilibre. Donc c'était probable que le prix revienne en fait fermer ce déséquilibre pour repartir à la hausse. Donc en termes de retracement, on va dire, en termes de retracement, l'order flow de retracement, j'ai ce point bas, le point haut qui est ici et ce point bas qui est là. Donc mon mouvement de retracement ici, le dernier mouvement de retracement est compris entre ce point bas et ce point haut ici. Donc, lorsque nous, on va travailler ici, au moment où le prix rebondit sur notre zone d'intérêt, sur notre domaine ici. Et comment est-ce qu'on devait se placer? Bien sûr, en se référant sur les concepts qu'on sait déjà dans le Soch. Maintenant, je vais aller plus en détail. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, vous savez que il y a différents types de Soch. Donc le Soch, vous avez deux types de Soch que je vous avais définis sur la première vidéo. Vous avez un Soch majeur, qu'on peut noter avec un grand M, et un Soch qui est plutôt mineur, avec un petit m. Le Soch majeur, c'est le Soch qui se trouve sur le niveau d'order flow de retracement de notre mouvement. Et le Soch mineur, c'est le Soch qui se trouve sur le retracement de notre mouvement de retracement. Donc le mineur, je l'aurai ici, et le majeur, il sera là, ici, là. Donc à ne pas confondre, bien sûr. Voilà pourquoi je vous ai dit de regarder d'abord la première vidéo, et après vous pouvez passer sur la deuxième vidéo. Espérant que ma batterie ne lâche pas avant. Ok, donc ici, le marché se trouve dans notre zone de demand ici. Le prix se trouve dans notre zone de demand. Je vais aller plus en leur time frame pour voir comment est-ce qu'on devait se placer. Tac, 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 tac. Donc, quand je vois le marché en H1, je sais que c'est là où le prix arrive dans ma zone d'intérêt ici. Et je ne suis pas en H1 ici. Je dirais plus du H1, c'est plutôt cette structure ici.
Donc je vais plus descendre en leur time frame pour bien étudier le mouvement ou le prix lorsque le prix est arrivé dans ma zone d'intérêt. Sachant que, c'est ce que je dis toujours même dans mon canal Telegram, lorsque le prix est en train de descendre avec un momentum assez baissier, ne confondez pas, bien sûr, l'order flow et le momentum. Donc là, le momentum, il est assez baissier et vous n'allez pas vous placer directement, par exemple là, vous rentrez, le prix est en train de chuter assez violemment, vous rentrez en achat ici ou bien vous rentrez ici en achat. Non, je vous conseille toujours d'attendre à ce que le prix commence à consolider, c'est-à-dire il commence à se souffler, il commence à accumuler avant de se placer. Pourquoi? Parce que lorsque le prix est dans un mouvement assez violent comme ça, il peut aller encore plus bas. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque vous commencez à voir les signes un peu de stagnation, en fait, comme celui-ci du prix, on sous-entend que là, le prix est en train de se souffler, il est en train d'accumuler, il est en train de créer assez de liquidité pour repartir à la hausse. Donc, c'est très, très important déjà, ça comme tips que je vous donne. Maintenant, ici, on est un autre jour, parce que là, c'est la Zenbox qui est ici. Je vais plutôt me focaliser sur les structures que j'ai ici. Donc, quand je peux identifier les structures ici, ça c'est le low, ça c'est le high, ça c'est le low, ça c'est le high, ça c'est le low ici, et on va s'arrêter d'abord comme ça, ici à ce niveau-ci. Donc ici, je sais que j'ai mes structures, donc jusqu'à ce mouvement-là, on est toujours baissier. On avait vu que l'Asian low ici reste une zone de liquidité qui peut potentiellement être prise. Donc, on voit que le marché est venu, lorsqu'il a fait ce mouvement baissier ici, il est venu clean l'Asian low ici. Donc, on peut se dire, potentiellement, après avoir pris cette liquidité, le marché va repartir à la hausse. Donc, il faut identifier le Soch mineur. Et donc, je mets ma limite de mon Soch mineur. Tac. Donc, ça, c'est mon Soch mineur que je mets ici. C'est-à-dire que si le prix le casse, on ira potentiellement à la hausse. Donc, après réaction du prix, bien sûr, dans ma zone de demand. Vous voyez que là, le prix a rebondi sur ma zone de demand. Donc, une fois que le prix a rebondi ici, en remontant, en se retraçant, on voit que le prix n'est pas parti plus à la hausse que ça. Mais je vais revenir un peu sur un détail. Je vous ai parlé que sur la structure des marchés, moi, je me base sur le corps de bougie et non sur les mèches. C'est-à-dire que là, mon dernier point haut, mon Soch ici, donc là, ici, on pouvait mettre le Soch, si on se base sur le corps de bougie, on pouvait mettre le Soch à ce niveau-ci. Et je vois que, par exemple, là, le marché a clôturé au-dessus de ce niveau ici. On peut se dire, ah oui, j'ai eu un Soch. Mais ici, le Soch ici n'est pas assez conséquent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cassé, en fait, même l'order flow baissier en M15 qu'on a ici. C'est-à-dire qu'il peut, dans un premier temps, s'interpréter ici. Mais dans le grand Soch ici, en termes d'order flow baissier en M15, se trouve sur ce niveau ici. En fait, ce niveau ici, c'est le niveau où a commencé notre essoufflement du marché, ce que moi j'appelle, pour ceux qui sont dans la formation, qui ont déjà suivi mes formations, ce que moi j'appelle par la zone de compression. C'est-à-dire que la zone de compression, son point haut se trouve ici. Et donc c'est le niveau où vous devez attendre d'avoir le Soch qui va vous permettre de confirmer réellement que le marché va se retourner. Parce que du moment où le prix a commencé à se souffler, on n'est pas toujours... On n'a pas encore de confirmation que le marché va repartir à la hausse jusqu'à ce que le prix vienne casser en fait ce niveau ici. Donc tous les Soch qui peuvent se faire ici avant la cassure de ce niveau ici, ce sont des Soch mineurs et donc ce sont des Soch à risque. J'espère que vous me suivez très attentivement. Donc jusque là, je vais dire que je suis toujours baissier. Je n'ai pas encore eu assez de confirmation. Mais bien sûr, il n'est pas dit que quand vous n'avez pas encore de Soch majeur, que vous ne pouvez pas vous placer. Non, on sait tous qu'on est dans un domaine qui est très risqué. Donc,
il n'est pas dit qu'il ne faut pas prendre des risques. Déjà, même trader, c'est un risque, c'est prendre des risques. Donc, on est dans un domaine qui est risqué, donc on va toujours faire face aux risques, mais il faudrait avoir des risques qui sont calculés. Quand je dis calculés, dans le sens où, même si tu attends d'avoir un Soch, tu dois savoir que le Soch mineur, quand je vais me placer, je suis en train d'augmenter plus de risques encore sur ma prise de position. Sachant que si j'attendais le Soch majeur, je devais, entre guillemets, un peu diminuer le nombre de risques et donner un peu plus de probabilité à mon trade de passer. Donc, même quand on a un Soch mineur, on peut toujours se placer après cela. Mais on doit mettre dans la tête que je prends plus de risques et pourtant peut-être dans ma gestion de risques, je dois peut-être prendre un minimum de risques, peut-être diviser mon risque en deux et ainsi de suite. Donc c'est une parenthèse que je vous ai fait par rapport à ça. Donc ici, je sais que le prix est revenu. J'étais sur ce mouvement ici. Le prix s'est retracé. Arrivé ici, on a constaté que le marché a buté en fait. On peut voir la clôture des bougies ici. C'est des bougies qui se clôturent en mèche, qui peuvent être interprétées comme étant de la prise de liquidité. Surtout à ce niveau-ci, les bougies, les mèches ici n'ont pas vraiment clôturé au-dessus ici. Donc je peux dire qu'on est toujours en train de on est toujours en train de respecter le contexte baissier en M15. Et donc après cela, je vois le marché qui chute encore et donc qui vient casser ce point bas ici. Ce qui reste logique parce qu'on était toujours dans un contexte qui est baissier. Excuse. Donc jusque là, on est toujours dans un contexte baissier. Une fois qu'on casse ce point bas ici, on a créé un nouveau point haut. Donc je vais identifier le point haut qu'on a créé. Le point haut est maintenant ici. Mais on peut le mettre plutôt là sur la dernière structure qui a cassé ce point bas ici, donc l'impulsion elle part d'ici. Donc en termes de structure, le point haut est à ce niveau-ci. Donc je vais mettre le niveau où je vais dorénavant attendre le Soch. Donc c'est à ce niveau-ci. Donc le prix lorsqu'il va se retracer, moi je vais surveiller ce niveau-ci, dans le sens où si le prix le casse, je vais peut-être aller chercher de prendre le marché à la hausse. Bien sûr, on n'est pas en train de trader juste le Soch, on sait qu'on est en train de trader la continuation en daily. Le prix est dans notre demand daily, mais on n'a pas voulu se placer en daily directement, mais on a voulu diminuer un peu le risque en cherchant des points d'entrée plutôt optimales. Voilà pourquoi on est rentré en lower time frame. Donc il faut bien mettre dans la tête que là, je ne me place pas juste parce que je cherche le Soch. Je suis en train de me placer parce qu'on a vu la structure en daily, on était haussier, le prix est venu rebondir sur l'extrême order block en daily, et donc je suis en train de chercher comment me placer après un Soch en lower time frame. Donc une fois que le prix se retrace et arrive ici, je sais que s'il casse, c'est un Soch qui est important. Donc là, je peux nommer ici le Soch. Donc là, ici, une fois que le prix est arrivé à ce niveau-ci, donc une fois que le prix a cassé ce point haut ici, on peut considérer qu'on a eu un Soch. Mais est-ce que c'est le vrai Soch? C'est ça la question. La question n'est pas dans cette vidéo-là, c'est quoi le Soch? C'est la première vidéo. Je vous avais expliqué c'est quoi le Soch, comment l'identifier et ainsi de suite, les différents types de Soch. Mais là, on est en train de chercher quel est le Soch où il y avait moins de risques, où on avait plus de probabilité que le marché se retourne définitivement. Donc ici, on a un Soch certes, mais ce n'est pas le Soch qui est protégé. Ce n'est pas le Soch qui est assez fort en fait. Pourquoi? Parce que notre zone de compression se trouve ici. Et donc tous les Soch que je peux avoir ici vont toujours être des Soch à risque. Ça, il faut mettre dans la tête, c'est très important. Et donc une fois que j'ai eu le Soch mineur ici, je vous ai dit on peut toutefois se placer sur un Soch mineur. Donc là, le prix se trouve à ce niveau-ci. Lorsqu'il va se retracer, on avait déjà vu c'est quoi des flip zones. À une zone de supply ici, la réaction du prix avec cette bougie noire ici, sur une zone de supply, ça crée une zone de demand. On voit très bien que le prix réagit en fait sur cette zone de demand ici. Donc, cassure dans ma zone de supply. Le prix a créé cette zone de demand. Le prix est revenu sur ma zone de demand et est allé chercher d'autres zones plus haut.
Donc ça aussi, ça vous donne encore plus de confirmation sur ce que je vous donne. Maintenant, une fois que je me suis placé, par exemple, dans ce sens-là, une fois que je me suis placé, je vous avais dit, lorsque vous vous placez sur le SD Flip, si vous voulez vraiment vous mettre à l'abri, mettez votre SL en bas de l'extrême, ou bien vous prenez des twin trades, vous prenez un premier trade ici, en mettant un SL juste en dessous de votre lot ici, mais toutefois peut-être vous pouvez vous faire sortir par une mèche. Donc voilà pourquoi il faut toujours se protéger. Donc une fois que le prix n'a pas encore cassé ce niveau ici, je sais que tous les soches que je vais considérer ne vont être que des soches mineurs et donc des soches à risque. Et donc, si je me suis placé ici à partir d'un soche mineur qui est là, parce que le prix s'est clôturé, le prix a cassé en fait notre niveau ici, je me suis placé là, donc une fois que le prix était là, à partir de cette zone de demand ici, mon trade est en train de progresser, voilà. Et donc, une fois qu'on a cassé ce niveau ici, c'est là où je peux me dire que le mouvement ou le trade que je vais prendre après la cassure de ce niveau ici, je sais que je serai plus ou moins protégé et le marché va aller encore plus haut. Bien que le contexte qu'on a eu ici avec cette mèche ici, en soi, n'est pas ce que j'aurais voulu qu'il y ait vraiment un order block assez visible ici. Mais ce qu'on peut constater ici, c'est quoi? C'est qu'une fois que le prix a cassé notre niveau ici, il est remonté, après il est revenu en fait. Si on peut le mettre en 30 minutes, est-ce qu'on peut voir? Oui. Donc en 30 minutes, ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que après la cassure de notre niveau ici, le prix a laissé en fait ce déséquilibre qu'il y a. Donc cette mèche et cette mèche ne sont pas ensemble. Il y a un grand vide ici, donc il y a un déséquilibre. Le prix est revenu fermer en fait ce déséquilibre. Ce que moi je mets sur un graphique en ligne horizontale pour montrer la mitigation. Donc là, il y a eu fermeture de ce déséquilibre. Donc, comme je vous ai dit que le prix peut fermer votre déséquilibre et revenir encore sur cette même zone. Mais entre-temps, si le prix revient après fermeture de déséquilibre, votre niveau il avait créé sur la fermeture de déséquilibre est une zone de liquidité. Donc là, vous n'allez pas, quand le prix était ici en train de revenir ici, vous n'allez pas faire ceci. Pour ceux qui me suivent attentivement, ils savent qu'on ne pouvait pas faire comme ça. Et surtout que cette impulsion qui part après fermeture de déséquilibre n'a pas vraiment changé, n'a pas vraiment fait une grosse cassure en fait en termes d'order flow. Parce que en termes de structure, on va dire c'est ici, on peut mettre ici, tac, on va dire que le prix a clôturé au-dessus, donc c'est une cassure. Mais si on voit l'order flow, on n'a pas fini, on n'est pas vraiment sorti, on n'a pas fait vraiment un mouvement assez conséquent afin de lire ce point bas ici comme étant une nouvelle zone d'intérêt. Voilà pourquoi la zone d'intérêt, en soi, elle reste toujours en dessous, comment on appelle ça, elle reste toujours la limite sur cette mèche ici. Donc s'il faudrait descendre en leur time frame, peut-être on peut trouver la bougie. Je vais voir, tac, 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 tac. Effectivement. Donc on a toujours cette bougie ici comme étant notre zone d'intérêt. Donc, pour moi, je dirais que le trade qui devait être pris ici, là, c'est ça qui devait avoir plus de sécurité. C'est-à-dire que après ce soche ici, qui est un soche majeur par rapport à notre contexte ici, qui est la sortie de notre zone de compression. Bien sûr, en termes d'order flow général, on sait que le soche majeur, il est plutôt ici, parce que c'est le niveau baissier d'order flow de retracement. Il ne faut pas confondre. Mais pour notre prise de liquidité, celui-ci était le soche majeur. Pourquoi? Parce que c'était la sortie du prix de la zone de compression. Donc ici, le trade que je prenais ici, que je devais prendre ici, devait être un trade assez sécurisé. Donc, je ne sais pas si je vais trouver un contexte plutôt intéressant à ce niveau-ci pour voir comment est-ce qu'on devait se placer. Donc, là, on peut voir, si je viens ici, je vois en termes de structure, on est déjà en une minute, donc c'est logique que je considère tout mouvement en soi, parce que c'est le dernier. L'unité du temps la plus inférieure. Donc, je vois ici, il y a eu cassure directe en fait sur notre niveau, parce que ça, ce n'est pas un SD flip, parce que le mouvement
il a cassé directement notre zone de supply. Donc là, on n'a pas une flip zone. Donc, à voir peut-être en 2 minutes où est-ce qu'on pouvait se placer. Donc, sachant que là, on avait un déséquilibre qu'il est là, donc peut-être on devait se placer ici, mais le SC devait être toujours en dessous de ce niveau ici. Mais est-ce qu'en 2 minutes, on avait quelque chose peut-être d'intéressant? Est-ce qu'en 2 minutes, on avait quelque chose de plus intéressant? Je vois en 3 minutes, je vais chercher si... Vraiment pas, je vois pas vraiment, c'était... Je reviens juste en 1 minute, on n'avait pas vraiment un niveau assez fort pour se placer, mais on pouvait, bien sûr, après le swoosh ici, on pouvait se placer peut-être pour dire que, parce que tout mouvement que je vois ici plus ou moins ont été déjà mitigate, c'est le niveau qui n'a pas été mitigate, c'est celui-ci. Donc je peux mettre ça en termes d'imbalance en jaune. Donc, si le niveau qui n'a pas été mitigate ici, peut-être c'est celui-ci, je me placerai là. Mais bien sûr, il faut se protéger. Je mettrai mon SL en dessous de ce niveau ici. Là, 50 pips, peut-être 50 pips, ça reste un chiffre assez rang. Et bien sûr, je vais aller chercher le high de ce niveau ici. Parce qu'on sait que ce n'est pas ça comme structure qu'on est en train de trader, mais... On sait qu'on est en train de trader une daily qui est haussier, donc on va aller chercher jusqu'au niveau maximal qui est ici. Donc mon trade qui devait être plus rassurant serait celui-ci. Donc là, c'est le premier exemple, le premier contexte que je vous ai donné. Vous avez quand même compris un peu quel est le vrai swoosh ici sur notre mouvement ici. Je vais vous donner encore un deuxième exemple. Sur le trade que j'ai pris cette semaine, que je vous avais envoyé même sur le canal Telegram, et vous avez vu comment est-ce que l'or a réagi par rapport à ça, et je vais entrer plus en détail pour vous montrer pourquoi est-ce que moi je m'étais placé de cette manière-là en suivant le swoosh. Donc là, on va prendre le deuxième exemple. Donc on est toujours sur l'or. On va travailler sur une structure plutôt H4. Donc, sans plus tarder, on va identifier quand même la base, la structure. Donc, comme on peut identifier ici, tac, tac. Donc, on sait qu'on est plutôt haussier sur XAU. Et donc, le prix est descendu jusqu'ici. Je vais mettre juste le niveau de BUS. Donc là, on a eu un BUS à ce niveau ici. Tac, 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 tac. On a eu un BUS. Donc, on avait notre extrême order block qu'on peut identifier ici. Que je peux peut-être en daily bien le voir. Ok. Jusqu'ici, en H8. Tac, tac, ouais. En H8, je voulais juste le voir lui seul en soi. Ok. Donc, j'ai cette bougie qui est venue fermer en fait notre déséquilibre ici. Donc là, j'ai la fermeture de déséquilibre. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, je sais que le prix va potentiellement repartir à la hausse parce qu'on a déjà eu la fermeture de notre déséquilibre. Maintenant, comment est-ce que moi je vais réagir en fait par rapport au swoosh? Je vais en H1 voir comment est-ce que le marché a réagi. Ce qu'il faudrait comprendre en fait c'est quoi? Donc là on peut peaufiner même notre zone de demand. On sait que la dernière bougie elle était là. Donc c'est cette bougie, je peux enlever cette ligne de mitigation ici. Donc là je sais que le prix est venu fermer notre déséquilibre, il est en train de repartir. Quelle est la zone d'order flow, le niveau de swoosh d'order flow majeur? Donc là où commence la zone de compression. Donc la réponse est que la zone de compression, une fois que le prix a fait cette mèche ici, il est reparti, il est venu, il a fait ce mouvement baissier. Donc c'est à partir le point où il est à ce niveau ici. Donc c'est là où commence en fait notre zone de compression. Donc c'est là où j'aurai le grand swoosh important pour aller chercher le niveau plus haut. Donc ça, à ne pas confondre. Donc quand vous êtes sur un mouvement, vous voulez vous placer, posez-vous d'abord la première question.
quel est le mouvement de retracement, quel est l'order flow. Et le source majeur sur mon order flow, il est où de baissier? Et l'order flow de retracement. Une fois que vous l'avez identifié, mon niveau de compression commence où? Et c'est au niveau de compression que vous allez chercher votre source majeur. Donc, ici, j'ai ce point. Je vais plus m'attarder sur mon mouvement ici. Tac. Je vais le mettre là, là et ici. Donc, jusque-là, je sais que je suis baissier. Et donc, la dernière structure, elle est plutôt ici. Donc, quand je suis en train de parler, le prix se trouve ici. Hein, ne pas confondre. Donc, la dernière structure baissière, elle est ici. Là, le prix se retrace. Et il bute en fait sur cette zone de supply ici, ce qui reste logique parce qu'on était toujours baissier. Donc, par exemple, ici... Après, là, le prix descend et remonte encore. Là, par exemple, sur ce niveau ici, est-ce que je vais considérer ça comme un source? Non. Je ne peux pas considérer ça, cette mèche ici, comme étant source. Je sais que certaines personnes peuvent le considérer. Qui considèrent, même si c'est une mèche, ils considèrent c'est une cassure avec la mèche ou bien voilà. Mais moi, personnellement, de mon éducation sur la SMC, je ne peux pas considérer, en fait, le fait que le prix a fait ce mouvement-là avec cette mèche qu'on a déjà eu le source. On a déjà une cassure. Non. Donc, par rapport à notre graphique ici, le niveau de source majeur que moi j'attendrais, donc le niveau où la zone de compression a commencé, le high c'est plutôt ici. Donc, mon dernier mouvement baissier il est là. Donc là, c'était un source. Mais ici, on pouvait toujours considérer que même s'il y a eu le source ici, le prix pouvait toujours aller plus bas. Regardez ici. Là, on peut regarder ici en H1 que le prix s'est clôturé en mèche, donc ce n'est pas vraiment une cassure. Voilà pourquoi moi je vous dis, je ne veux pas de cassure. Mais même si ce pourrait qu'il y avait une bougie qui s'est clôturée avec le corps ici, tout en haut, on pouvait se dire oui, c'est un soche, mais c'est un soche qui est mineur, qui est risqué. Pourquoi? Parce que la zone de compression, elle débute ici. Et donc, même si le prix arrivait à casser en fait ce high ici, tant qu'il n'avait pas cassé là, il pouvait toujours buter et aller chercher encore des niveaux plus bas parce qu'on devait toujours rester dans un contexte baissier parce que ces deux highs ici pouvaient se considérer comme de l'inducement une fois que le prix repartait à la hausse ici pour buter sur l'extrême qui est là et aller chercher encore des niveaux plus bas. Donc, le soche qui est plutôt ici, le soche qui est plutôt là, c'est celui dont nous, on va attendre, qui est plus intéressant. Maintenant, peut-être je vais aller descendre un peu en M30 pour voir est-ce qu'on ne peut pas trouver là où le prix s'est clôturé au-dessus. Ouais, par exemple ici. Donc, pour une personne qui dit, bon, Pavel, toi tu considères la cassure avec le corps de la bougie, comme on peut remarquer ici, on voit que cette bougie ici haussière s'est clôturée au-dessus de mon niveau de supply ici. Mais ce n'est pas un soche en tant que tel. Pourquoi? Parce que le contexte, il est toujours baissier. Et une fois que j'étais en 20 minutes, si je pars en 30 minutes, ou si j'étais en 30 minutes, je pars en 1 heure. Donc, je décale d'une unité de temps par rapport à l'unité de temps où je vois le marché réellement. C'est-à-dire que si j'ai une structure H1 ou M15, si j'arrive pas à bien identifier le saut, s'il a eu ou pas, essayez d'augmenter l'unité de temps. Par exemple, si vous étiez en M15, passez en M30 ou passez en H1 pour voir est-ce que la zone est toujours cassée ou c'est juste une mèche qui va s'interpréter comme une prise d'électricité afin que vous ne puissiez pas vous faire avoir. C'est très important de chevaucher en termes d'unité de temps pour confirmer que ça soit la cassure même de structure ou même le soche en tant que tel. Ça pourra vous aider en le fait de chevaucher d'unité de temps. Donc ici, je considère toujours que là, ce n'est pas toujours une cassure de structure. Et après, le prix, il casse. Donc, si je m'étais placé entre guillemets, et je vais essayer de voir si on pouvait se placer entre temps, parce que là, on est sur une structure H4, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de se placer? Vous voyez, on va voir qu'on pouvait bien se placer avant. Regardez, avec un soche mineur, mais dont on était en train de courir un risque. Sur ces structures baissières ici, là et ici, on voit que le dernier niveau baissier de celui-ci, c'était là, ici. Donc le prix est revenu, il a buté
sur ma zone de demand, il a créé cette zone de supply, après il a finalement cassé. Et donc ça, là je suis en 20 minutes, si je pars en 5 minutes, je vais trouver que ça c'était une zone de supply qui est assez visible en soi, si je pars en M5. Donc je considère en fait sur mon après cassure ici, donc la dernière zone en fait qui a cassé ce lot ici, c'est après réaction du prix sur cette zone de demand ici, donc cette demand ici. Donc une fois que le prix le casse, quand il revient, il revient buter en fait sur cette zone de supply en créant cette zone de demand. Donc là on était sur un SD flip encore une fois de plus, regardez. On était sur un SD flip. Donc après que le prix a buté avec cette réaction ici, le prix a buté sur ma zone de supply qui est là. Le prix a buté, il a fait un mouvement baissier en croyant que le prix devait continuer à respecter la structure M5. Ce qu'on a constaté, c'est que finalement le prix a cassé. Donc une fois qu'il a cassé, il a laissé en fait cette demand qui a pris le contrôle de cette zone de supply ici. Et donc je peux considérer cette zone de sauche mineure ici afin de me placer entre-temps ici. Sachant que ma zone d'appui, c'est ma zone de H4 que je suis haussier. Donc en M5 ici, ce n'est pas la structure M5 en tant que telle que je suis en train de trader, mais la structure M5 me permet juste de me placer. Donc je pouvais aller chercher le niveau ici maximal ici, mais entre-temps, lorsque le prix a buté, qu'il a fait cette impulsion ici, ce qui était devenu encore le grand risque, c'est que le prix, lors de l'impulsion haussière, il a rebondi en fait sur cette zone de supply. Ce qui ferait que lorsque le prix reviendra ici, cette zone de demand reste risquée. Mais comme je vous dis toujours, les zones de supply to demand, donc les flip zones en général, ce sont des zones qui sont assez puissantes si vous comprenez bien le sens. Et on voit que le prix a buté sur cette zone de demand ici. Et après, il est parti casser en fait le niveau où on l'attendait. Donc une fois qu'il a cassé, moi, qu'est-ce que je fais après la cassure? Je me pose la question, quelle est la zone qui a cassé? On est bien d'accord que la demand qui a cassé, ma zone, elle est plutôt là. C'est cette demand ici. Donc c'est, vu que je suis en train de trader l'order flow, donc je peux me placer ici pour aller chercher, en fait, le high ici, vu que je suis haussier, je suis en train de trader la continuation de ma structure. Donc l'objectif du marché, c'est d'aller créer encore des niveaux plus hauts. Et donc si je descends en H1, peut-être je vais trouver plus de confirmation. On m'avait posé cette question sur Instagram, donc j'ai demandé des gens pour me répondre sur Telegram aussi. Donc n'hésitez pas vraiment de me suivre sur Telegram, j'en vois pas mal de plus-value là-bas. Donc regardez, on m'avait dit, mais Pavel, là, on est sur la zone low qui est là. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es placé ici, mais tu as vu que là, on avait la zone low, mais qui n'a pas encore été pris, mais toi, tu t'es placé. En fait, il faut voir la nature de cette bougie. Pour ceux qui me suivent, je leur dis toujours, même si vous avez regardé la vidéo sur la liquidité, je vous ai dit, regardez la bougie qui prend la liquidité, regardez cette impulsion ici. C'est pour clean la liquidité de l'ASEAN. Et en dehors de ce lot ici, le prix n'a pas créé un autre lot pendant la session asiatique. Et donc ça me donne une information sur la prise de liquidité et la mitigation en termes de zone. Parce que je vois que cette zone a été mitigate ici. Donc ce déséquilibre a été fermé. Je vais nettoyer aussi autre chose ici pour voir ce que j'aimerais vous montrer. Je ne sais pas s'il va tout clean, mais voilà. Mais si on regarde même ici, sur ce mouvement-là, comme on peut voir encore, ce que je vous disais, vous pouvez le voir même encore ici. Vous voyez que lors de cette impulsion ici, si je prends le corps de la bougie avec là, ce niveau-là, il y a eu cassure. Mais on a considéré que le grand sauche était ici. Mais on pouvait bien considérer aussi ici comme étant un sauche, mais c'était toujours risqué pour se placer bien avant ici. Donc, j'avais ce déséquilibre ici, mais qui au final s'est fait mitigated. Non, pas ça, plutôt imbalance. Donc j'avais ce déséquilibre ici qui s'est fait fermer. Celui-là s'est fait mitigate aussi, celui-là. Donc celui qui restait entre temps, c'était celui-là. Bon, qui commençait ici jusque là.
Donc, j'avais que ce déséquilibre ici en termes de liquidité. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que toutes les liquidités ne sont pas prises d'un coup. Donc, vous, la question aussi, vous devez vous poser, est-ce que mes zones sont mitigated? Maintenant, la liquidité sur cette asienne ici ou ça, dites-vous juste que toutes les liquidités ne peuvent pas être prises d'un coup. Et si vous me posez la question, est-ce que Pavel, tu sais que cette liquidité doit être prise obligatoirement maintenant ou pas? Non, ça, je ne peux pas savoir, sinon je deviendrai milliardaire. Est-ce que vous voyez, je ne peux pas savoir. On est dans un domaine de spéculation. Ça, vous devez mettre dans la tête. C'est-à-dire que chaque prise de décision que vous allez faire, vous devez savoir que vous êtes en train de courir un risque. Mais le fait de bien maîtriser ce qu'on fait nous permet de diminuer le risque sur le marché. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est ça. Sinon, vous ne pouvez pas savoir ce que le prix va faire. C'est impossible. À moins que si vous me dites que vous êtes BlackRock pour savoir tous les mouvements qui sont anticipés. Est-ce que vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas savoir. Mais vous pouvez bien faire les choses afin de bien gérer votre risque, de bien gérer la manière que vous allez vous prendre. Donc, en fait, c'est ça. Donc, là, ce qui m'est resté ici, c'était la fermeture de ces déséquilibres ici. Donc, je sais que cette bougie ici a clean. Entre-temps, je peux mettre ça, même si c'est difficile à voir. Là. Donc, j'ai une prise de liquidité ici. Avec cette bougie ici. Et donc, je peux bien me placer, sachant que j'ai eu le swoosh majeur qui me fait sortir de toute cette zone de compression. Et donc, je sais que c'est en ce moment-là que le prix peut aller chercher des niveaux plus hauts. Voilà pourquoi je m'étais placé comme si j'avais 70 pips. 60 à 70 pips. Bon, je vais un truc comme ça. Et le premier TP en entrée a été ici. Sinon, c'est celui-ci. Je vous avais envoyé l'analyse. Mais on va voir qu'en leur time frame, on pouvait bien avoir un point d'entrée très très précis, plus ou moins. Sachant que, donc ça c'est si on se place en grande unité de temps. Mais si on veut se placer avec un point d'entrée plus ou moins risqué, plus ou moins correct, on va voir que ça c'est pendant l'ASEAN, on était baissier, regardez. Les flip zones que je vous ai donné, c'est vraiment une petite code comme je l'avais appelé. Là, on a cette structure ici qui est plutôt baissière parce qu'elle était là, 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 là. On est baissier. Le prix réagit en fait sur cette zone de supply en créant cette zone ici. Il rebondit encore, tac, il crée ce mouvement-là. Après, finalement, il casse. Regardez maintenant là où le prix revient. Donc, j'ai cette zone de supply. Après, le prix le casse. C'est ça. C'est cette zone ici qui prend le relais. Si je peux le trouver le seul en 15, plutôt en 10. Non, en 5 minutes. Ouais. Donc là, je trouve bien ma zone de supply, de demand qui a pris le contrôle de ma zone de demand. Donc on est plutôt ici. Donc si j'aimerais bien peaufiner. Donc là, on est en train de montrer. Moi, je m'étais placé en grande unité de temps parce que je savais que plus ou moins, je suis en train de traiter l'order flow, la liquidité a été prise, tous les mouvements sont mitigated, donc je peux me placer. Mais s'il fallait se placer en confirmé, on aurait dû se placer comme ceci. Donc là, je vous dis toujours que par rapport à la vidéo que je vous ai fait avant, c'est que si vous avez même un déséquilibre qui est en bas de votre zone de supply to demand, dites-vous que le prix sera emmené à rebondir d'abord sur cette zone ici. Je le fais confiance à 80%, ces zones-là. J'ai beaucoup de retours des gens qui ont compris la vidéo, qui ont pratiqué, qui me font des retours. C'est juste incroyable. Donc, comme vous pouvez aussi le voir ici, sur ce mouvement baissier ici, la dernière zone de supply est là, le prix a rebondi, il a fait cette impulsion, il est remonté, il est revenu, la limite, c'est sur cette zone de supply to demand. Après, il est parti. Donc, quand il fait encore le même mouvement, je fais la même chose. Une fois que vous avez compris une fois, vous pouvez pratiquer 1000 fois. Donc ici, je sais que le niveau qui n'a pas été mitigated, c'est celui-ci. Donc je peux me placer sur la fermeture de ce déséquilibre ici. Ici. Sur la fermeture de ce déséquilibre ici, en me plaçant là. De cette manière ici, comment est-ce que je veux mettre mon SL? Je vous dis toujours de vous protéger. Moi, j'aime pas des gens, j'aime pas ceux qui, je vais dire comme ça, j'aime pas des gens qui mettent des petits SL juste pour avoir de gros RR, alors que pour avoir un trade qui va passer, il va se faire SL au moins 10 fois. C'est pas ce qui est important. Il faut se protéger. Donc, là où je peux même mettre mon SL, c'est tout en bas ici parce que le contexte, il est depuis ici. Mais si vous voulez vous protéger aussi ici, ça vaut
c'est à vous de voir. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 c'est pas ce que j'étais en train de dire. Je suis ici. C'est-à-dire que mon lot où je me place est lui là. Donc je peux me placer, je peux mettre mon SL là, peut-être, en bas de ce déséquilibre ici. Ou bien je le mets au niveau de l'extrême de mon mouvement. Donc c'est lui là. Ou soit je le mets ici. C'est déjà intéressant. Vu qu'on sait qu'on est en train de trader une grande structure de H4, donc dès lors qu'on a une entrée sur une petite unité de temps, il faut rester indulgent et ne pas chercher à avoir un RR de 20. Il faut être raisonnable. Donc mon TP ici, sinon mon TP maximum, il est là. Sinon je peux aussi laisser ouvrir. Je peux laisser ça ouvert parce que je suis en train de trader la continuation, donc l'order flow. Le marché peut aller chercher encore plus. Donc comme on peut voir ici, le marché a buté. Et voilà. Jusqu'à ce que le marché va aller chercher le niveau de TP. Et voilà. Et là même après, vous pouvez voir ici, bien que je n'avais pas ouvert une nouvelle position. Là, le prix est venu juste fermer encore ce déséquilibre. Il est venu mitigate, il est revenu mitigate ici et repartir. C'est le sens du marché. Et donc, si on veut voir encore même après, le prix, quand il a buté ici, bon, il est toujours dans le même contexte, hein, même quand il était là. On sait que sur le petit mouvement ici, on peut voir encore là, regardez, je vais vous donner encore un truc. Vous êtes des chanceux, vous. C'est que après mitigation ici, je vois mon mouvement, comment on appelle ça, mon mouvement de l'ASEAN qui est venu se clôturer en fait en dessous ici, et de ce niveau ici. Donc c'est aussi un niveau de mitigation. Donc l'ASEAN ici, il a pris cette liquidité qui est là, qui se comporte comme une zone de compression à ce niveau-là. Donc le prix peut potentiellement juste venir fermer. En fait, c'est déséquilibre ici. Et donc je sais qu'il y a d'autres personnes, si tu te places à la limite près, sinon tu ne devais pas se faire entrer dans le trade, mais voilà. Donc ça, c'était une autre prise de trade. Pour aller chercher toujours le niveau ici, un RR de 4, c'est énorme. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a encore aidé. On se voit à la prochaine. Toujours n'oubliez pas, il vous reste 2 semaines pour profiter de mon mentorat qui va débuter le 14 avril. Saisissez l'opportunité, vous n'allez jamais être déçu de ce que je vais vous donner parce que ça vous permet d'avoir un système bien précis sur quoi vous allez travailler sur du long terme et perfectionner afin d'aller chercher la rentabilité. Donc on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo pour vous donner plus de plus-value en ensemble.